Ce que je voulais vous dire, c'est que le concept sur lequel repose Multimove, ce n'est pas moi qui l'ai créé et je n'aurai pas la prétention de dire que j'ai créé le concept Multimove. Simplement, c'est un concept qui nous vient très probablement des États-Unis parce que, en tout cas, moi, la connaissance que j'ai la plus lointaine, c'est Bill Hubert avec la balle à V6 qui a donc développé ça il y a, je pense, plus d'une quarantaine d'années. Le principe est simple, c'est du jonglage au sol avec des balles. Et puis, on utilise des sacs de sable aussi. Donc ça, c'est le point de départ un petit peu de ce concept, en tout cas de ce que j'en connais. Et puis, il s'est répandu en France, alors avec plusieurs personnes. J'ai eu l'occasion d'échanger sur les réseaux sociaux, notamment aussi, avec différentes personnes. Les personnes que j'ai connues, en tout cas, c'est Jean-Philippe Collet, avec qui je me suis formé, qui a développé, lui, la balle C+. Le but de cette soirée, c'est de vous parler aussi des particularités de ce concept et de qu'est-ce qui fait que ce concept, eh bien, il permet d'arriver à des résultats en termes d'apprentissage, des résultats qui sont efficaces, qui sont non seulement efficaces, mais qui sont très aidants et qui sont dans une certaine mesure, ça va dépendre de chaque individu, mais qui sont aussi rapides, hein, on peut dire qu'ils arrivent assez rapidement. Vous avez peut-être vu sur le site multimove.fr, la vidéo était aussi sur pédagogie.fr, le témoignage de Virginie, qui est psychomotricienne, qui est aux Antilles et qui a pu expérimenter plusieurs bénéfices au niveau de ce programme-là et des exercices qu'elle a pu mener en séance individuelle. Je vous ai mis le visuel pour que ce soit plus pratique. On va parler de ces différents points. La grande question, c'est pourquoi c'est efficace finalement. On va parler de la place du rythme. On va parler du lien corps-pensée qui va se faire au travers de ces exercices-là. Et puis, on va parler de l'aspect multisensoriel de l'approche. On va parler de la dimension aussi d'éducation kinesthésique. Et puis, on va parler un petit peu de la place de la parole aussi dans ce programme Multimove qui joue une place importante. Et puis, je terminerai un petit peu avec une vue d'ensemble sur finalement qu'est-ce qui fait que dans le cerveau, eh bien, qu'est-ce qui se met en place et qu'est-ce qui aide aux apprentissages notamment, mais pas que, parce que c'est un concept, hein, ce concept de jonglage au sol, de jeu avec les sacs, c'est un concept qui touche plein de domaines, à la fois le domaine bien sûr scolaire, peut-être que plusieurs d'entre vous êtes là pour cette dynamique-là, pour cette dimension-là, ce domaine-là, mais il y a aussi le domaine physique, simplement la motricité, la coordination, il y a aussi le domaine sportif qui est lié au physique, mais il y a des personnes qui utilisent ce programme aussi pour pouvoir augmenter leur potentiel sportif, leur technique sportive. Ça a touché aussi le domaine de la vivacité intellectuelle de manière générale, vivacité cognitive. Et puis, on va aussi toucher le domaine de la dégénérescence neuronale qui est due à la vieillesse. On va pouvoir, c'est un programme qui permet aussi, ces exercices permettent aussi de pouvoir aider les personnes qui sont confrontées, arrivées à un certain âge, à ce déclin cognitif qui se met en place. Et puis, il y a plusieurs populations, ou en tout cas plusieurs âges qui sont touchés, parce que c'est un outil qu'on peut utiliser dès tout jeune. Une des premières personnes, des premières facilitatrices qualifiées Multimove utilise par exemple ces exercices avec des 0-3 ans. Alors, elle utilise essentiellement évidemment les sacs, parce que c'est ce qui est le plus utilisable et le plus abordable avec eux. Mais c'est pour dire qu'on peut l'utiliser avec les tout jeunes. C'est évidemment utilisable à l'âge scolaire et des études. C'est aussi utilisable à l'âge adulte pour une hygiène d'apprentissage, le fait de faire des pauses attentionnelles, par exemple, pour pouvoir entretenir sa concentration pendant la journée dans son temps de travail, et puis aussi le matin comme une sorte de réveil, si on veut, un réveil cognitif. Et puis, comme je le disais, c'est aussi utilisé à l'âge senior pour pouvoir retarder le déclin cognitif. Voilà. Donc, je vous propose de parler, pour commencer, de la place du rythme, qui est pour moi l'élément principal de ce programme et de ce concept. Donc, le rythme, il va se manifester d'une manière simple dans les exercices. C'est que quand on va utiliser une balle qui rebondit, une balle semi-rebondissante, eh bien, ça va simplement faire un bruit et va se mettre en place de cette manière un rythme naturel parce que la balle va rebondir avec
un rythme spécifique selon la vitesse à laquelle on lance la balle. Et si on est plusieurs, et ceux qui, j'ai vu Isabelle par exemple qui a participé au stage, et je crois qu'il y en a d'autres qui ont participé au stage en présentiel, quand on est en groupe et qu'on se met ensemble et puis qu'on fait rebondir une balle, eh bien, il y a un rythme qu'on va chercher à avoir, une harmonie qu'on va chercher à avoir, et le rythme va se mettre en place de cette manière. Le rythme, on va aussi le découvrir ou l'ajouter sur les exercices au travers d'un métronome, enfin par le moyen du métronome, qui est très pratique parce qu'en plus on l'utilise aujourd'hui, on l'a sur n'importe quel smartphone, on peut mettre un métronome en place et on va utiliser un métronome qui va battre le temps, voilà, en 2/4 généralement, pour avoir un tic et un tac. Et de cette manière, on va pouvoir vivre les exercices sur ce métronome. Et puis, je propose aussi en stage notamment de vivre l'expérience de la musique sur les exercices pour voir qu'on peut, on peut vivre d'une autre manière, encore plus ludique, les exercices en mettant une musique. Alors, on peut mettre toutes sortes de musiques. J'ai souvenir au stage à Annecy, on avait mis de la samba. Voilà, on peut mettre, quand c'est avec aussi des enseignants, je leur fais découvrir plutôt des musiques pour les enfants. Voilà, on peut vraiment adapter en fonction aussi de ses goûts et puis chercher le rythme qu'il y a dans la musique et voir comment on peut se caler dessus avec les exercices. Donc, la place du rythme, elle est très importante dans ces exercices. On l'utilise, elle est présente de différentes manières, comme je viens de le décrire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une étude de l'INSERM qui a été faite en 2015 et qui montre que, donc l'INSERM, pour rappeler, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et cette étude, elle a établi le lien qu'il y a entre rythme et capacité de lecture des enfants dyslexiques. Ils ont particulièrement axé sur une population d'enfants qui étaient confrontés à un trouble de la dyslexie. Et l'étude, elle va faire en fait un travail avec différents groupes d'enfants. Je vous ai mis, je crois, une petite citation. Il me semble que j'ai mis une petite citation juste parce que je la trouvais pertinente. Je ne sais pas si elle va apparaître. Normalement, oui. Alors, attendez. Hop. Normalement, ça devrait passer comme ça. Voilà. Voilà, la petite citation que je trouve intéressante, je vais la zoomer pour que vous puissiez la voir, notamment si vous êtes sur un smartphone ou une tablette. La musique pourrait aider votre enfant à venir à bout de sa dyslexie. C'est ce que montre une équipe INSERM qui a soumis des enfants à une cure d'apprentissage musical ou d'art plastique pendant 6 mois. Les résultats sont très en faveur de la musique, sous réserve qu'elle implique du rythme. Le solfège seul ne suffit pas. Donc, elle est intéressante cette citation parce qu'elle précise d'emblée qu'on ne peut pas juste faire du solfège, ça ne suffit pas. On doit avoir une pratique ici qui implique du rythme. Donc, il faut avoir en tête que le traitement de la musique et du langage s'effectue dans les mêmes zones du cerveau, notamment dans les zones qu'on appelle les aires temporales et avec l'aire qui est assez connue, qui est l'aire dite de Broca, qui est l'aire qu'on appelle l'aire du langage. Donc, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été menées chez des grands musiciens et qui ont montré que, des musiciens qui s'exercent beaucoup, qui s'exercent longtemps, des musiciens professionnels, et qui ont montré que leurs capacités de langage sont exacerbées, qui ont montré que quand le fait de faire beaucoup de musique va les aider à discriminer beaucoup mieux les sons, donc ça les aide évidemment dans leur pratique professionnelle, et puis ce sont des personnes qui, d'après les études, apprennent plus facilement une langue étrangère que la moyenne de la population. Voilà, et ça c'est un élément important et l'auteur de cette étude qui s'appelle Daniel Schoen, de mémoire c'est une femme, dit qu'en fait le rythme, il semble réguler l'activité, on pourrait dire oscillatoire cérébrale qui va être nécessaire au traitement du langage. Donc le rythme, il va avoir une fonction de régulation au niveau de l'activité cérébrale. Et il y a des travaux en fait, qui ont montré que les enfants qui ont des difficultés en lecture vont avoir des problèmes justement de coordination sur le rythme, alors que ce soit en chant, que ce soit en danse, ou simplement si vous leur demandez de taper des mains sur une mélodie. Alors, ça fait partie des exercices que j'ai développés notamment en rééducation dans le parcours numéro 2, notamment le multison. Le parcours s'appelle lecture et lecture langage. Il y a une activité dans laquelle on travaille justement sur le fait de taper des mains, de taper un rythme. Là, ici, l'avantage, c'est qu'on le fait d'une manière différente, on le fait d'une manière peut-être plus ludique aussi, avec les balles, avec les sacs, voilà, on travaille de cette manière. Donc, en tout cas, dans l'étude de l'INSERM, il y a un groupe
qui est un groupe qui va travailler 2 fois par semaine, je crois pendant 6 mois, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 6 mois. Ils vont travailler des exercices de rythme. Et il y a un autre groupe qui va avoir des séances d'art plastique, hein, pour pouvoir avoir un groupe témoin, un petit peu, un groupe test, puis un groupe placebo aussi, pour voir voilà, peut être la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, tous les participants ont effectué des exercices chez l'orthophoniste, hein, suivis par un orthophoniste, donc pendant tout le temps de l'étude, pour pouvoir vraiment avoir le même accompagnement. Donc, 2 groupes, un qui fait des séances d'art plastique, un qui fait des séances de rythme, du travail sur le rythme, et puis tous intégralement sont suivis par un orthophoniste. À la fin de l'étude, il y a une évaluation de lecture qui est faite avec tous les enfants. Et ce qui a été observé, c'est que 60% des enfants du groupe musique, hein, rythmique, eh bien, s'est amélioré en lecture au point de sortir des critères de diagnostic de dyslexie. Parce qu'on se rappelle qu'ils ont pris une population d'enfants qui étaient confrontés à un trouble de la dyslexie. Et donc, les résultats obtenus sont que ces enfants-là, qui ont fait ces séances de rythmique, eh bien, vont presque sortir, hein, vont sortir des critères de diagnostic de dyslexie. Alors qu'il y en a seulement 28% en art plastique qui vont avoir la même situation, on va pouvoir dire qu'ils sortent des critères de diagnostic de dyslexie, contre 60 pour la rythmique. Donc, vous voyez, c'est énorme, hein, en termes de… Les chercheurs ont été très impressionnés par ces résultats. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont, je crois, ils ont fait un test où ils ont confronté les enfants à des mots inventés pour voir leur capacité de déchiffrer, simplement, déchiffrer les mots. Et le nombre d'enfants, le pourcentage d'enfants du groupe musique qui ont performé est au moins 2 fois plus important que ceux du groupe art plastique. Voilà, une étude intéressante qui nous permet de voir l'importance et l'impact du travail sur le rythme, là ici sur la dyslexie directement, sur la lecture évidemment, mais ici la lecture en lien avec un trouble d'apprentissage. Donc on en arrive à cette conclusion un petit peu du chercheur qui dit qu'il y a véritablement un transfert de compétences au sein du cerveau, du rythme vers l'habilité à discerner les sons et donc à lire correctement. Voilà ce qu'explique le chercheur. Et il dira « tout programme incluant du rythme est intéressant ». Alors, eh bien, évidemment, je l'ai évoqué au début, dans le programme Multimove, on va mettre l'accent sur ce rythme et on va le travailler de différentes manières, comme je disais, avec de la musique, avec un métronome ou simplement avec le rythme naturel que va créer le bruit des balles, par exemple. Et puis, on va aussi pouvoir travailler naturellement le rythme. Quand on est à plusieurs, en groupe, on cherche à être ensemble. Le simple fait de chercher à être ensemble avec les autres, eh bien, ça instaure finalement un travail sur le rythme également. Donc voilà un petit peu pour cette dynamique du rythme. Ce qui est intéressant dans le programme Multimove, c'est que l'ensemble des choses que je vais vous présenter, l'ensemble des piliers, eh bien, sont présents simultanément. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste avoir du rythme de temps en temps, puis à un moment donné avoir un système sensoriel qui est sollicité. Tout va être sollicité simultanément, en tout cas quasiment simultanément. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important à comprendre pour saisir les raisons de l'efficacité de ces exercices. Donc voilà un petit peu sur cette place du rythme, et je vous propose du coup maintenant de parler du lien corps-pensée. Alors pour parler du lien corps-pensée, évidemment, je ne peux pas faire autrement que de parler de Lucie Vincent. Lucie Vincent qui est donc neurobiologiste de renommée et qui a écrit un livre qui est assez connu, en tout cas qui s'est pas mal fait connaître, qui s'intitule « Faites danser votre cerveau ». Dans ce livre, elle va évidemment parler des bienfaits de la danse, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est tout son travail, justement en tant que neurobiologiste, sur ce qui se passe dans le cerveau. Et Lucie Vincent va notamment parler du cervelet. Et le cervelet, alors juste pour le préciser, c'est la petite partie du cerveau qui se trouve à la base du cerveau, à l'arrière, au niveau de la nuque, qui se trouve en arrière du tronc cérébral. Et le cervelet, ce qu'on sait dessus, c'est qu'il est nécessaire aux fonctions motrices et il permet la coordination des mouvements et de l'équilibre. D'accord ? Donc évidemment, on voit bien ici déjà l'intérêt du cervelet. Et que dit Lucie Vincent par rapport à ça? C'est que
déjà, j'aime bien sa remarque quand dans le livre, elle explique qu'on a beaucoup tendance à parler du cortex aujourd'hui, le néocortex, le cortex orbitofrontal avec toutes les fonctions vraiment de réflexion, d'empathie, d'anticipation, etc. Ok, c'est très important. C'est aussi, c'est vrai, ce qui nous distingue des grands primates, c'est le néocortex. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains et non pas des primates, ou des grands primates plutôt. Et ça, c'est un élément intéressant déjà. Et elle dit, en fait, on oublie un petit peu ce cervelet. Pourtant, le cervelet, il va jouer un rôle essentiel, notamment dans la coordination du mouvement. C'est ce qu'on sait avec le cervelet. Et elle explique quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, le cervelet, c'est le carrefour entre le corps et la pensée. Voilà. Et elle montre que la coordination du mouvement et la coordination de la pensée eh bien, sont intimement liés, en tout cas sont cérébralement liés, si je veux être exact dans les termes. Voilà, donc elle va expliquer dans son livre que la gestion de la pensée conceptuelle repose sur les mêmes mécanismes que la gestion du mouvement. Et je vous ai mis cette citation que j'aime beaucoup de Lucie Vincent, qui est toute simple et que je dis souvent d'ailleurs, c'est qu'on automatise le maniement d'une balle comme on automatise le maniement de la pensée. Ça veut dire que quand j'automatise un geste, eh bien, je favorise l'automatisation du maniement de la pensée. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on favorise l'abstraction. Voilà, parce que tout ce que nous savons, d'un point de vue intellectuel, connaissance, c'est d'abord entré dans notre cerveau par le biais de nos sens, qui ont associé ces sensations à des valeurs conceptuelles. Ben oui, je sens des choses, je sens c'est rugueux, la rugosité, c'est quelque chose de tout à fait conceptuel, mais on a associé quelque chose d'abstrait, de conceptuel, à quelque chose de très concret par le biais de nos sens. Et c'est le cervelet qui va effectuer ce travail, et de telle manière que ça nous donne en fait la possibilité de penser de manière abstraite. Donc, vous voyez la place du cervelet, comment elle est importante. En fait, Lucie Vincent nous dit que la contribution physique du corps, elle est nécessaire à l'intégration de nouveaux concepts, des concepts abstraits par le cerveau. Voilà, donc voilà pour parler un petit peu de la pensée abstraite, comment est-ce qu'on peut faciliter la pensée abstraite. Et on sait aujourd'hui, quand on est enseignant notamment, même quand on est parent et qu'on est un petit peu attentif à ces choses-là, ou quand on est parent qui faisant l'instruction en famille, par exemple, on sait que c'est vraiment la difficulté dans l'apprentissage, c'est de passer de quelque chose de concret à l'abstraction, et c'est comment est-ce qu'on va faciliter l'abstraction chez l'enfant, cette étape-là. Voilà. Donc, l'intérêt du programme Multimove, eh bien, ça va être justement par cette pratique de jonglage au sol, par la manipulation de sacs de grains, tel que c'est proposé voilà, dans le programme Multimove, eh bien, ça va solliciter de manière importante le cervelet, puisque le cervelet, rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début sur le cervelet, il est nécessaire en fonction motrice et il permet notamment la coordination des mouvements et de l'équilibre. Donc, voilà un petit peu l'intérêt ici aussi, et un des piliers du programme Multimove, c'est de pouvoir faciliter la pensée abstraite au travers de la sollicitation du cerveau. Voilà un petit peu sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, là, jusqu'à maintenant, j'ai présenté pas mal de notions. N'hésitez pas si vous avez une question. Je n'ai pas du tout regardé dans la conversation s'il y en a eu ou pas, donc n'hésitez pas aussi. Bon, il n'y en a pas eu, donc c'est super. Mais n'hésitez pas à me couper, comme l'a fait même Isabelle pour autre chose tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que je réponds aux questions. Si ça fait le lien avec une situation que vous rencontrez, soit à la maison, soit en séance individuelle, soit en classe, voilà, n'hésitez pas, ça peut être très concret et du coup aider aussi à s'approprier ces notions-là. Je propose de continuer, s'il n'y a pas de questions, avec l'aspect multisensoriel du concept qui est à la base du programme Multimove. Et c'est un élément qui paraît pour moi qui est fondamental. Alors, c'est vrai que j'ai quand même mis beaucoup l'accent sur cet aspect sensoriel dans le programme rééducation. Le programme rééducation, c'est 4 parcours qui permettent de découvrir des outils d'accompagnement individuel pour les enfants et adultes qui ont des difficultés de troubles d'apprentissage. Et notamment, le parcours 1 s'intitule Conscience multisensorielle. Pourquoi cette sensorialité? Parce qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale à l'apprentissage. On sait que
les perceptions sensorielles sont la porte d'entrée de tous les apprentissages. Et l'être humain, il n'a pas un rapport immédiat au réel. Il va falloir qu'il développe ses perceptions sensorielles pour entrer en rapport avec le monde et avec le réel. Donc ça, c'est pour ça que l'aspect sensoriel est vraiment important. Et un enfant qui n'a pas développé ses perceptions, ben, il reste dans sa bulle finalement. Il est coupé du réel, il est coupé du monde qui l'entoure. D'où l'importance de développer les perceptions sensorielles. Et puis la bonne nouvelle, ben, c'est que quand ce n'est pas bien développé, quand il y a un déficit du développement des perceptions sensorielles, eh bien, on sait qu'on peut les travailler. Alors moi, je propose bien sûr dans le parcours 1 rééducation des outils pour ça, qui vont en même temps solliciter les circuits conscients. Ça, c'est pour moi un élément très important. Et puis, dans le parcours 4, avec donc Multimove, on va le faire de manière différente. On va arriver au même résultat, normalement, mais on va le faire avec un biais différent, ici, qui est voilà, le biais très ludique, et avec ce matériel de base, les balles de rebond et puis les sacs de sable. Donc, ça, c'est le point de départ. La sensorialité, les perceptions sensorielles sont fondamentales. Maintenant, la question, c'est de quelle perception parlons-nous parce que, et je l'avais mis un petit peu sur les réseaux, hein, j'avais posé la question dans une story, c'est combien avons-nous de perceptions sensorielles? Alors, ben moi, j'aimerais vous interroger, voir vos réponses dans la conversation. Vous pensez qu'on a combien de perceptions sensorielles? Alors, juste pour avoir un petit sondage, je ne sais pas si vous avez vu mes posts, mais parce que j'en ai parlé un petit peu. Donc, ceux qui ont suivi ont peut-être retenu le nombre de perceptions sensorielles, mais voilà, je vous invite à taper rapidement et puis pas regarder ce que les autres ont mis, mais ce qui vous vient spontanément, c'est quoi comme réponse? Voilà, pour le nombre de perceptions sensorielles. Bon, j'ai déjà vu des réponses, je ne les dis pas à voix haute, je vous laisse les noter pour voir si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà. Donc voilà, déjà quelques réponses, merci. Donc l'important, c'est pas tellement d'écrire la réponse, l'important c'est surtout de se poser la question. Alors il y a une réponse intéressante, c'est qu'on a une perception sensorielle pour chaque sens. Oui, tout à fait. Donc la question, combien de sens avons-nous? Donc il y a des réponses qui varient un petit peu, 5, 6, 7. Bon voilà, ça c'est normal qu'on ait des réponses différentes parce qu'en fait il y a ce que l'on apprend de manière très traditionnelle et très commune, et puis quand on s'intéresse finalement à cette question-là, ben, on découvre qu'il y a peut-être d'autres choses. Voilà, alors j'ai vu les différentes réponses. Il y a eu une question. Chantal, je te propose je ne sais pas si tu peux activer ton micro pour expliciter ta question. Oui, c'est parce que tu parles de l'entrée dans le réel, en fait, vraiment de se connecter au monde avec le multisensoriel. Oui. Je travaille beaucoup avec des enfants autistes et je me demandais quel recul tu avais, enfin, quelle expérience tu avais avec le parcours rééducation et Multimove particulièrement avec ces enfants-là. Ouais. Bah, le retour que j'ai ou que d'autres ont eu aussi, parce qu'il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui utilisent les outils de la rééducation, le retour principal, et moi en tout cas je l'ai observé très fortement en séance, c'est l'ancrage. C'est vraiment l'ancrage dans le réel, c'est-à-dire c'est le contact à son environnement. C'est une prise de conscience de ce qui se passe autour de moi, et parfois c'est sur des choses, c'est sur des sens très, très spécifiques. Dans le parcours 1 rééducation, j'utilise le discricolore, qui est donc une sorte de tangram indien, qui a un protocole spécifique. Et un jour, j'ai vu avec un enfant qui était confronté à un trouble autistique. On travaillait, on était sur le discricolore. Puis à un moment donné, en appliquant le protocole, notamment du questionnement à un moment donné, eh bien, je lui ai entendu me faire cette remarque, c'est « ça y est, je vois ». Tout d'un coup, c'est comme s'il avait pris conscience de ce que ses yeux voyaient, c'est-à-dire qu'il s'était mis à regarder. Voilà, si je veux faire la différence entre voir et regarder. Et là, ça devient vraiment intéressant. J'ai aussi en tête une jeune fille que j'ai eue, Neftali. C'était dans mes tout premiers accompagnements. Qui, quand je lui ai parlé la première fois, je la rencontre le matin, je ne sais plus quel moment, et je lui demande si ça va. Elle me répond oui. Je lui demande est-ce qu'elle a bien dormi. Elle me répond oui. Et je lui dis comment tu t'appelles. Puis elle me répond oui. Et puis je lui dis et tes parents ils font quoi? Elle me répond oui. Et là, je me dis mais elle n'est pas en connexion, elle entend pourtant ce que je lui dis, parce qu'elle perçoit, elle répond, mais par contre, elle ne comprend pas, ou alors, voilà, il y avait une coupure, quoi, une déconnexion au réel, très clairement. Et quand j'ai commencé le travail avec les outils de la rééducation,
eh bien, j'ai vu cette jeune fille qui, de mémoire, devait avoir peut-être 9 ans, petit à petit se rendre compte de ce qui l'entourait et de se rendre compte de son corps par rapport à l'environnement, de son corps par rapport aux objets, de son corps par rapport aussi à l'orientation, la gauche, la droite, le haut, le bas, le devant, le derrière. Voilà, je me souviens qu'elle tournait autour d'une table, par exemple, et puis elle n'arrivait pas à dire au début, je tourne autour de la table. Voilà. Et elle n'arrivait pas à le dire. Elle disait, je tourne table, je tourne table. Et voilà, ces notions étaient totalement abstraites, ce qui fait qu'elle était complètement déconnectée et ben forcément, c'était très compliqué d'entrer dans les apprentissages et puis c'était très compliqué d'entrer en relation. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'en l'espace de, je dirais, 3 à 6 mois à peu près, parce que je l'ai accompagnée entre octobre et avril, eh bien, j'ai vu une jeune fille qui s'est épanouie. Moi, j'avais des retours de la part des enseignants, puis des personnes qui l'accompagnaient en classe, et qui, voilà, des auxiliaires qui étaient présentes et qui me disaient, mais c'est étonnant comme elle se transforme, elle relationne beaucoup plus facilement, elle accède différemment à la lecture, à l'écriture, etc. Voilà, donc je me souviens, c'était au tout début, donc ça m'avait beaucoup encouragé. Je me disais, je suis sur la bonne piste, c'est bien ces outils-là qu'il faut développer. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc l'accès au réel, il est vraiment important pour l'apprentissage. Et pour revenir au nombre de perceptions sensorielles, parce que j'ai parlé par exemple de l'auditif, hein, avec cette jeune fille, j'ai parlé du visuel aussi, avec le premier exemple que j'ai donné. On connaît en fait traditionnellement, on connaît voilà, le nombre comment dire, de sens qu'on apprend à l'école, hein, l'odorat, l'ouïe, le goût, la vue, le toucher. Je les ai réécrits voilà, pour qu'on soit bien d'accord. C'est les 5 sens traditionnellement connus. Moi-même, quand j'étais prof de français, je le faisais apprendre à mes élèves, l'orthographe et puis ce que c'était, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, hein, en 6e. Et il y en a deux autres perceptions sensorielles qui sont très importantes dans l'apprentissage. Il y a l'équilibre, qu'on appelle, si on veut utiliser le bon terme, c'est le système vestibulaire. Donc, c'est ce qui gère l'équilibre. Et il y a aussi la proprioception. Et la proprioception, c'est la conscience de soi dans l'espace. Une petite révision peut-être pour certains, découverte pour d'autres. On a donc 7 sens qui nous définissent. Et ces 7 sens sont importants pour l'apprentissage. Il y en a particulièrement, j'ai envie de dire, 5 qui sont très importants. Tous sont importants parce on apprend aussi par l'odorat, on apprend aussi par le goût. On stocke aussi des souvenirs, hein, en lien avec l'odorat ou en lien avec le goût, bien sûr. Mais pour ce qui concerne les apprentissages scolaires, de manière générale, il y en a plutôt 5 qui nous concernent. J'ai donc enlevé l'odorat et le goût. Il y a l'ouïe, la vue, le toucher, l'équilibre et la proprioception. Et ces 5 sens sont sollicités durant la pratique des exercices multimove. Donc voilà, j'ai enlevé le goût, évidemment, parce qu'on ne va pas le solliciter. J'ai enlevé l'odorat, même si certains vont dire, oui, mais les balles, elles ont une odeur et ça peut marquer. Oui, tout à fait. Mais disons que ce n'est pas très présent. Et une des raisons de l'efficacité du programme Multimo, c'est qu'on va solliciter simultanément ces perceptions sensorielles. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Et en plus, on va les solliciter simultanément parce que la balle rebondit, j'entends, ou alors le sac, je le passe à mon camarade, ou alors je le lance et je suis en rythme avec, par exemple, le métronome, la musique ou avec les autres. Donc, il y a bien l'ouïe qui est sollicité, il y a bien la vue qui est sollicitée, il y a bien le toucher qui est sollicité. Il va y avoir l'équilibre pour beaucoup d'enfants, tenir sur les 2 pieds sans être dans une posture de compensation. Bah déjà, ce n'est pas toujours évident. En plus, si on rajoute une planche à équilibre, si on rajoute une poutre, si on fait les exercices qui sont proposés dans le programme Multimove, où on est sur un pied, par exemple, et puis on va tenir un sac, on va mettre un sac sur son pied, puis le tenir en l'air, et puis il ne faut pas que le sac tombe, eh bien, on va solliciter l'équilibre. Et la proprioception va être presque tout le temps sollicitée dans la plupart des exercices, que ce soit avec les sacs ou avec les balles. Et je voulais, pour terminer sur cet aspect multisensoriel, citer 3 études. Je vais les citer assez brièvement, mais vous donner les éléments pour que vous puissiez toucher du doigt l'importance de ces études-là sur la partie visuelle, la partie de l'équilibre et puis la partie de la proprioception. Je vous propose d'aller voir cet aspect-là, ces 3 études-là. Donc la première étude, c'est une étude qui a été faite par le laboratoire Coniscience et qui se trouve à Grenoble d'ailleurs,
et qui a montré qu'en fait, on peut améliorer les performances de lecture en faisant de l'entraînement visuel. Voilà. Et notamment, ils ont ciblé pour leur travail les programmes en lecture au cours préparatoire, donc en CP. La population était donc des enfants, je crois qu'il y avait à peu près 540 élèves, quelque chose comme ça, de CP, qui étaient répartis sur plusieurs classes, donc avec des enseignants différents. Et il y a un bilan qui a été effectué au début de l'étude par les médecins et les infirmières de l'éducation nationale. Donc en tout début d'année, ils ont fait un bilan, ils ont fait un bilan sur l'exploration de la vue, par exemple, voilà, vision de loin, l'hypermétropie, les troubles de convergence. Ils ont exploré aussi l'aptitude à poursuivre un objet en mouvement, ce qui est assez courant, on va dire. Ils ont aussi évalué le niveau de développement de la perception visuelle, donc la coordination visio-motrice, la discrimination entre la figure et le fond, la constance des formes, voilà, l'orientation dans l'espace, toutes les relations spatiales. Enfin, ils ont fait un bilan complet d'un point de vue de la vue. Voilà. Et ils ont créé 2 groupes, comme d'habitude, un groupe placebo et un groupe expérimental, pour être sûr que ce n'était pas le fait qu'il y ait une implication spécifique des enseignants dans les classes concernées, avec les groupes concernés, qui faisait la différence. Donc, ils ont mis un groupe expérimental qui, lui, avait un entraînement visuel tout au long de l'année. Ils ont en tout découvert 8 exercices. Voilà, par tranche de 15 jours, ils découvraient un nouvel exercice qui était apporté par un professionnel, et ensuite le relais était pris par l'enseignant. Et les autres groupes, les groupes placebo, avaient d'autres interventions d'adultes pour qu'il y ait cette égalité, entre guillemets, j'ai envie de dire, au niveau de l'implication de l'adulte tout au long de l'année. Voilà, les 2 groupes ont vécu ces expériences-là. Et en fin d'année scolaire, les enfants, ils ont passé un test d'évaluation du niveau de lecture, tout simplement. Et le constat, eh bien, il est assez simple, c'est que l'entraînement visuel régulier du groupe qui a suivi les exercices a permis nettement d'améliorer les performances de lecture. Chez les enfants, en plus, je crois que c'était chez les enfants qui avaient une mauvaise perception visuelle, parce que du coup, il y avait ceux qui n'avaient pas de difficulté, pas de mauvaise perception, puis il y avait ceux qui en avaient, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une augmentation de l'efficacité de lecture et que la difficulté au niveau de la perception visuelle avait évolué. Voilà, alors la différence de pourcentage est vraiment énorme entre les 2 groupes, quoi, hein. Je crois que c'est 2,5 fois supérieur en termes d'efficacité de performance sur la lecture. C'est quelque chose comme 2,5 fois supérieur, j'ai mémoire de ça. Je crois que c'était 20% à peu près chez le groupe placebo, et puis 45% de performance chez le groupe expérimental. Voilà un petit peu sur cet entraînement visuel. Ce que simplement je voulais terminer avec le lien avec Multimove. Du coup, la pratique des exercices que je propose dans le programme Multimove va permettre justement de renforcer l'aptitude à suivre un objet en mouvement, hein, alors que ce soit le sac qu'on lance d'une main à l'autre, que ce soit la balle qui passe d'une main à l'autre, que ce soit la balle qu'on passe à son binôme, ou alors la balle qui passe dans le groupe. On va aussi travailler sur la discrimination entre la figure et le fond, hein, parce qu'il y a la balle et puis il y a tout le champ périphérique, il y a tout ce qu'il y a derrière. Voilà, ça peut être mon camarade qui est en face. Et donc discriminer l'objet et puis tous les éléments qui sont autour. Il y a aussi l'orientation dans l'espace qui va être renforcée, les relations spatiales vont être renforcées. Donc, c'est un élément ici qui est très présent dans Multimove, c'est évidemment le système visuel qui est très sollicité. Et donc, on peut en arriver à cette conclusion que pratiquer les exercices qui sont proposés, en associant en plus les autres éléments, ça va améliorer très certainement les performances de lecture chez les enfants. Alors ici, c'était sur les enfants de CP, mais on peut bien sûr élargir aux enfants, quel que soit l'âge, et même aux adultes. Voilà pour l'étude de Cogniscience qui a été faite. Et puis, je voulais parler de la concentration. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous montrent aussi qu'on peut améliorer la concentration. Alors, première chose, et c'est quelque chose que vous m'avez peut-être entendu dire si vous avez participé à une formation ou alors si vous avez suivi quelques posts sur les réseaux sociaux, c'est le rôle des neurones. À quoi servent les neurones? Quel est le rôle initial, originel, j'ai envie de dire, des neurones? Et c'est Sperry, Roger Sperry, qui est neuropsychologue, qui nous dit
plus de 90% de l'activité cérébrale sert à maintenir le corps dans son champ gravitationnel. Donc, en fait, les neurones, avant de me servir à réfléchir, me servir à articuler les mouvements de mon corps, etc., d'abord, avant tout, c'est l'équilibre, c'est tenir debout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément très intéressant qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, nos neurones ont d'abord cette mission-là. Et donc, si je suis à l'aise dans l'équilibre, si je suis à l'aise dans mon champ gravitationnel, alors ça veut dire que mes neurones vont pouvoir, et toute mon activité cérébrale va pouvoir se focaliser sur la tâche, qu'elle soit scolaire, intellectuelle, enfin quelle qu'elle soit, même pourquoi pas une tâche manuelle. Mais c'est fondamental d'être déjà à l'aise dans son champ gravitationnel, donc dans son équilibre, pour pouvoir entrer dans l'apprentissage. Ça, c'est un premier élément intéressant. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un enfant qui a un déficit au niveau d'équilibre va avoir très probablement du mal à écrire, du mal à travailler, à lire, à mémoriser, parce que ces neurones sont occupés à gérer l'équilibre et la posture. L'équilibre et la posture, ça va ensemble. Ça, c'est un élément important. Il y a des études aussi récentes qui ont montré, donc j'ai mis les dates, je me suis trompé, ce n'est pas 2918 quand même, celle-ci elle est futuriste, c'est 2017, 2018 et 2021, c'est des études qui sont très récentes, on est dans des études qui ont 5 ans, qui vont montrer que quand on pratique dans le quotidien, à la maison notamment, et ça c'est un élément important de certaines de ces études, c'est que on évalue l'efficacité aussi, notamment sur la concentration, quand l'exercice est régulier et peut se faire dans un cadre quotidien. Donc, quand on pratique des exercices quotidiennement qui vont impliquer les systèmes vestibulaires, donc équilibre, les systèmes proprioceptionnels, la conscience de soi, et le système visuel, alors il va y avoir un bénéfice pour notamment tout le champ attentionnel, tout le domaine attentionnel, et notamment pour les enfants qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Ce qu'il faut retenir là, c'est vraiment cette sollicitation conjointe, simultanée de ces 3 systèmes. L'équilibre, la proprioception et le visuel. Et on a vu que dans le programme Multimove, on a ces différentes perceptions sensorielles qui sont sollicitées, ces systèmes sensoriels qui sont sollicités de manière simultanée à chaque fois. Donc, on peut dire que quand on pratique des exercices comme les exercices Multimove, par exemple, eh bien, on va avoir un bénéfice sur l'attention. Et c'est tous les témoignages que je reçois qui me reviennent soit de professionnels, soit de parents qui font ça à la maison ou en séance, donc, et qui me disent, mais en fait, il y a tel progrès. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus tard que cet après-midi, j'ai une professionnelle qui fait de l'accompagnement aussi pour enfants et qui me disait qu'elle avait reçu en séance un enfant de 10 ans, je crois, un garçon, qui est venu simplement pour des soucis d'attention, pas plus d'informations. Et elle a commencé donc les exercices du programme Multimove, qui sont des exercices généralement qui commencent avec les sacs, les sacs de sable, et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas juste un problème intentionnel comme ça, il y avait peut-être plus qu'un problème intentionnel, il semblerait, elle se disait, il y a certainement un trouble. Et elle a partagé avec une collègue, je crois, psychomotricienne, qui partageait les mêmes doutes, et du coup, maintenant, elles ont pu enclencher donc, un bilan. Et ce qu'elle me témoignait, c'était que parallèlement à cette observation et puis le fait que l'outil en lui-même lui avait permis de déceler plus que juste un petit souci, mais peut-être un trouble qui mériterait d'être diagnostiqué, eh bien, elle me disait, mais c'est étonnant de voir comment ces exercices lui font du bien au niveau de son attention dans son quotidien. Voilà, donc c'est un témoignage que j'ai encore eu cet après-midi d'une personne d'ailleurs qui est sur Saint-Gaudens, qui est pas loin de chez moi. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler, mais simplement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces études, la plupart des études font le lien avec le cervelet aussi, la sollicitation du cervelet. Et on a vu l'importance de la sollicitation du cervelet. Voilà, donc dans le programme Multimove, on va solliciter ces systèmes-là, et c'est pour ça, une fois de plus, qu'on peut dire que le programme Multimove est efficace, notamment par rapport à la concentration. Voilà pour ce point-là, cette étude-là, et je terminerai avec la proprioception.
La proprioception, alors c'est en lien avec la mémoire de travail. Il y a une étude qui a été réalisée par le docteur Ross Allaway. Alors évidemment, il n'est pas tout seul, il a son équipe, notamment sa femme aussi qui travaille avec lui. C'est une équipe donc, qui est en Floride. Et ils se sont intéressés finalement aux exercices proprioceptifs. Donc je rappelle, la proprioception, c'est la conscience de soi, de son corps, dans l'espace. C'est ce qui fait par exemple que quand vous vous levez la nuit, si jamais vous ne voulez pas allumer la lumière, que vous arrivez à vous repérer, ou pas, je ne sais pas, mais que vous arrivez peut-être à vous repérer et à aller vous diriger pour peut-être, par exemple, sortir de la chambre, pour aller dans la salle de bain, aller aux toilettes, je ne sais quoi. Maintenant que l'automne arrive, on voit que le matin, il fait nuit plus tôt. Eh bien voilà, on est peut-être surpris, on se lève et on doit aller tâtonner, peut-être pour aller chercher la lumière ou autre. Eh bien, ça, c'est la proprioception. Et donc, cette équipe neuroscientifiques eh bien, s'est intéressée à ces exercices qui sont destinés donc, à augmenter la perception de son corps. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on pratique des exercices proprioceptifs, donc, qui augmentent cette conscience de soi dans l'espace, eh bien, ça va augmenter la mémoire de travail d'environ 50%. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la mémoire de travail est augmentée sur un temps très court. C'est-à-dire que très rapidement, en 2 heures, avec les exercices, eh bien, on arrive à augmenter cette mémoire de travail. Donc, ça, c'est vraiment un élément intéressant. Ils avaient proposé alors, plusieurs exercices. On peut imaginer, puisque c'est la conscience de soi dans l'espace, se déplacer sur une poutre, marcher en étant attentif à sa posture, courir pieds nus, ramper. Il y a aussi, bien sûr, grimper un arbre. Grimper un arbre va favoriser aussi la proprioception. Se déplacer entre des objets, par exemple. Voilà, plein d'exercices très simples qui ont permis de montrer bien que, alors c'était sur une population qui avait, je crois, entre 18 et 60 ans, pas sur des enfants, mais on peut imaginer que le bénéfice sera le même et peut-être même plus important chez les enfants. Mais l'étude l'a porté chez les adultes, et donc là, c'est intéressant de se dire, ah mais oui, multimove et tous ces exercices, ce n'est pas juste pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est vraiment une hygiène finalement de l'apprentissage. Moi, j'utilise beaucoup les balles et les sacs, et c'est vraiment toujours très stimulant de l'utiliser. Donc la mémoire de travail, j'en ai parlé plusieurs fois, mais en fait, je n'ai pas défini ce que c'était que la mémoire de travail. Juste pour être clair sur ce point-là, la mémoire de travail, ce n'est pas juste le fait de mémoriser des choses. La mémoire de travail n'est d'ailleurs pas placée dans les mémoires, elle est placée dans les fonctions exécutives. La mémoire de travail, c'est ce qui me permet de pouvoir me souvenir d'un élément à court terme tout en ayant une autre tâche parallèle, c'est-à-dire, par exemple, on me donne un numéro de téléphone, je retiens le numéro et je vais aller l'écrire tout de suite sur un papier, voilà, dès que je trouve, ou j'entends le numéro de téléphone sur un répondeur, je le retiens, j'éteins le téléphone et je l'écris dès que je peux sur le papier. Et en fait, je retiens à court terme, et pendant que je retiens, pendant que cette information est conservée, eh bien, je vais aller prendre un crayon, je vais prendre un papier et je vais me mettre à écrire. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs tâches qui sont sollicitées en même temps. Donc, c'est la capacité à garder une information tout en faisant autre chose, sans perdre du coup cette information de base. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a eu une observation, ils ont poussé en tout cas l'étude, et ils ont été comparés en fait ces exercices avec les résultats obtenus par des adeptes du yoga. Enfin, les résultats que eux ont obtenus, ils ont été voir comment ça se passe pour des adeptes du yoga. Pourquoi ils ont ciblé le yoga? Parce que le yoga, c'est une discipline où les postures vont accroître la capacité de la proprioception. Hein, différentes postures, et normalement, puisque ce sont des exercices en fait de proprioception, ce n'est pas que ça évidemment, je ne veux pas réduire le yoga à ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, eh bien, théoriquement, les adeptes du yoga, les pratiquants du yoga, devraient aussi avoir une augmentation de la mémoire de travail. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'ils n'ont pas découvert des résultats identiques. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de corrélation. Les résultats n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas autant d'augmentation de mémoire de travail chez les adeptes du yoga que chez les gens qui pratiquaient les exercices de proprioceptif tels que j'ai listé tout à l'heure. Et en fait, la conclusion qui est intéressante, du coup, à laquelle ils sont arrivés, c'est que c'est la combinaison de la proprioception, donc les exercices qu'ils faisaient, avec un exercice dynamique qui permettait d'obtenir ces résultats,
Et quand on parle d'exercice dynamique, c'est notamment un exercice qui sollicite la réflexion. Par exemple, passer entre des objets en respectant un ordre spécifique, ça demande non seulement donc, de se mettre en mouvement dans son corps, mais aussi de réfléchir à l'ordre dans lequel je fais, par exemple. Grimper à un arbre, ça nécessite bien sûr de mettre son corps en mouvement, de savoir où se trouve sa main, son pied, etc. Mais ça demande aussi à réfléchir par où je passe, et ainsi de suite. Et en fait, Ross Holloway, qui est donc l'auteur de l'étude, dit que c'est plutôt la combinaison des exercices et de la réflexion qui serait en fait finalement la cause de ce boost. Il parle, je crois, de boost cognitif. Je vous ai mis une citation, il me semble, voilà, c'est ça. Cette recherche suggère qu'en accomplissant des activités qui nous font réfléchir, nous pouvons exercer notre cerveau en même temps que notre corps, enfant comme adulte. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant. Et Ross Holloway va expliquer qu'en prenant une pause pour effectuer des activités un peu imprévisibles, proprioceptives, donc voilà, par exemple, ramper, grimper, suivre des objets, etc., eh bien, ça va nous obliger à adapter consciemment nos mouvements. On retrouve cette idée de s'adapter consciemment, et donc là, je reviens à tout ce que j'ai développé en rééducation avec la pédagogie de la parole, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Eh bien, de cette manière, nous pouvons renforcer notre mémoire de travail pour pouvoir mieux travailler, que ce soit dans notre salle de classe, que ce soit dans notre salle dans notre bureau ou à la maison, enfin voilà, quelle que soit notre activité finalement. Sachant que la mémoire de travail est une fonction exécutive qu'on utilise tout le temps, en permanence. Et je termine, et je vais répondre aux questions, parce que je crois que j'ai vu une ou deux questions apparaître sur la discussion. Je termine juste sur ce point pour dire que, oui, Multimove, les exercices qui sont proposés dans Multimove vont justement combiner l'exercice proprioceptif et puis la réflexion. Parce que nous sommes en permanence en train de réfléchir à ce que nous allons faire, notamment, alors tous ceux qui ont participé au stage en sont témoins, eh bien, je dois réfléchir dans quel ordre je passe, est-ce que c'est dans un sens de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, est-ce que je passe devant, est-ce que je passe derrière, si c'est en rythme, je dois aussi faire attention à ça, on fait des exercices où on se passe les sacs de l'un à l'autre, puis à un moment donné, on change de sens sans s'arrêter, ou qu'on soit penser, réfléchir au mouvement que l'on va faire. Et en permanence, les exercices Multimove nous proposent de combiner la proprioception et la réflexion. Et là, du coup, on a vraiment un bénéfice très intéressant pour l'apprenant, enfin pour le pratiquant de ces exercices, notamment ici au niveau de la mémoire de travail. Voilà. Je m'arrête sur l'aspect multisensoriel. Il y aurait plein de choses, je pense, encore à dire. Il y a beaucoup d'études. Je vous en ai cité quelques-unes pour vous donner des éléments qui sont tangibles et qui sont sérieux, des études sérieuses ici, pour pouvoir se donner une idée finalement de l'importance et de l'efficacité de cette dimension multisensorielle dans les exercices multimodaux. Très brièvement, j'évoque le Brain Gym. J'ai marqué Educa parce que le Brain Gym est un cours et le cours principal d'éducation kinesthésique. Le Brain Gym a cet intérêt de mettre notre corps en mouvement d'une part. C'est une approche éducative par le mouvement qui est très, très complète, très riche et qui soutient vraiment de manière très efficace l'attention, tout le système attentionnel et qui va être très, très intelligente, j'ai envie de dire, à utiliser avec la pratique multimove. Donc c'est vrai que moi je conseille vraiment de pratiquer les CAP. J'ai en permanence des témoignages d'enseignants, de parents, de professionnels qui utilisent les CAP, qui me disent mais c'est fou la différence de concentration, de calme, etc. Il y a 26 mouvements dans le Brain Gym. Dans le coffret Multimove et Brain Gym, j'en propose 10 comme soutien de la pratique multimove et soutien de la concentration. Donc voilà, ça c'est tout un programme à part entière, le programme Brain Gym, mais je propose de l'associer parce qu'il va solliciter d'autres compétences, notamment vous voyez avec le mouvement ici qui symbolise ici qui s'appelle le 8 de l'éléphant, où on va avoir une posture particulière et avec le traçage du 8 de l'infini, le 8 de l'infini étant en lui-même déjà un exercice vraiment très riche pour les enfants et pour les adultes à tout âge. Voilà, pour le Brain Gym, pour vous dire que c'est vraiment un des piliers en stage, je l'apporte, on le pratique. Alors, on pratique une partie, évidemment, parce que ce n'est pas une formation Brain Gym, les stages d'initiation de Multimove, mais ça permet de découvrir, de pouvoir déjà revenir chez soi ou dans sa pratique professionnelle, qu'on soit enseignant ou en cabinet, avec quelques mouvements et pouvoir les pratiquer tout de suite. Voilà pour le Brain Gym. Et puis, je termine avec
le logos, j'utilise ce terme parce que dire la parole, ce n'est pas suffisant. Merci je ne sais pas, c'est marqué contact, voilà, oui, ça aide et fonctionne quel que soit le public, tout à fait, merci pour le commentaire. Je n'oublie pas les questions, on va y répondre. Je termine simplement sur ce dernier aspect, ce dernier pilier qui est donc le logos, qui est la parole consciente. Voilà. Moi, j'ai appelé ça la pédagogie de la parole dans mon activité, qui permet d'apprendre efficacement et durablement. Et non pas, c'est pas apprendre pour l'instant et oublier ensuite, c'est apprendre efficacement et durablement. Donc, c'est-à-dire ancrer le rapport au réel et solliciter les circuits conscients sont vraiment des fondements. Et dans la partie vidéo, c'est très peu présent, la partie verbalisation. Je le mentionne quelquefois, mais très peu. Dans les stages d'initiation, on expérimente, hein, je crois, peut-être que les personnes qui ont participé pourraient le dire, mais on expérimente la richesse de la verbalisation, consciente de ces mouvements, et de voir que finalement, ça me permet d'apprendre beaucoup plus efficacement. Et puis, j'ai plein de souvenirs de stages ces 6 derniers mois où les participants bloquaient sur un exercice, et puis tout d'un coup, je leur dis, mais alors, vas-y, tu prends le temps de dire ce que tu fais, tu décomposes, tu vas plus lentement, voilà, des piliers de la pédagogie de la parole, décomposition, lenteur, articulation, et on en arrive à très rapidement, dans les secondes qui suivent quasiment, ou la minute qui suit, on en arrive à un déblocage et une appropriation beaucoup plus approfondie du mouvement, de l'exercice. Voilà pour cet aspect-là. Et je termine juste, et après je prends un temps de questions-réponses avec grand plaisir, pour vous dire que finalement, quand on regarde tous ces 5 piliers-là, tout ce que j'ai pu citer dedans, eh bien, on a ici un lien avec les fonctions cognitives. Alors, avant de parler des fonctions cognitives, j'ai deux schémas à vous montrer. Le premier schéma, je vais zoomer dessus. Donc, c'est un schéma qui a été fait par professeur Laurence Verve-Douvré en psychologie, qui est docteur en psychologie à l'hôpital de Cochin à Paris, et qui, je ne sais pas si vous voyez bien, il est un petit peu flou, mais c'est la version la plus propre que j'ai réussi à obtenir, il faudrait que je le refasse. C'est vraiment un document très précieux parce qu'elle a pu étudier le retentissement sur les apprentissages de la personne. Regardez, ça commence en haut à gauche avec la partie en vert, les apprentissages du langage oral, de la lecture, de l'écriture, du calcul. Et puis ensuite, il y a un cercle qui se met en place. Et ici, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il y a un succès scolaire, hein, on le voit tout de suite après les parties en vert, succès scolaire, et le succès scolaire va entraîner une construction harmonieuse de la personnalité, ça va engendrer une estime de soi positive, ça va engendrer d'autres aspects, le sentiment de compétence. Le succès scolaire va aussi, du coup, favoriser un parcours scolaire réussi. Et puis, vous voyez, c'est dans les deux sens. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux. À partir du moment où les apprentissages fondamentaux, hein, langage, lecture, écriture, calcul, sont intégrés, eh bien, il y a un épanouissement socio-professionnel de la personne. Ce n'est pas surprenant, quelque part, ce n'est pas un scoop, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été observé et étudié. Et ce qui a été observé et étudié, c'est ce deuxième schéma, toujours par le même docteur, qui montre que, au contraire, quand les apprentissages mènent à un échec scolaire, sont compliqués et donc plongent l'individu dans une forme d'échec scolaire, eh bien, dans un sens ou dans l'autre, on en arrive finalement à l'inverse de l'épanouissement, hein, trouble de la personnalité, sentiment d'infériorité, trouble de la scolarisation si on parle de l'échec scolaire, complexe d'échec. Enfin, il y a plein de paramètres, plein de facteurs particuliers ici qui font que l'individu ne s'épanouit pas et plus que ça peut être vraiment rentré dans un véritable mal-être. Et pourquoi je vous montre ces deux-là? Parce que finalement, ça paraît assez évident. Je réussis à l'école, je m'épanouis. Alors, ça paraît évident, même si on dit bien, mais ce n'est pas très grave. Si tu ne réussis pas bien à l'école, tu peux faire d'autres choses dans la vie. On est d'accord. Tout dépend comment je vis mon échec ou comment je vis le fait de ne pas réussir. Voilà, est-ce que c'est vécu comme un échec ou pas? Là, on est sur des notions un peu différentes. Mais toujours est-il que on voit bien grâce à cette étude du docteur Cochin, ici, du docteur Laurence Verve-Douvré, que ce qui est fondamental, finalement, c'est l'entrée, c'est l'apprentissage ce sont les apprentissages fondamentaux. C'est l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage de l'écriture, c'est l'apprentissage du calcul et l'apprentissage du langage, c'est-à-dire les apprentissages fondamentaux.
Et les apprentissages fondamentaux, aujourd'hui, on sait une chose, c'est que ce qui permet la construction efficace et durable des apprentissages fondamentaux au niveau du cerveau, hein, j'ai envie de dire l'outil cérébral de l'apprentissage, des apprentissages fondamentaux, c'est les fonctions cognitives. Ce qui permet de construire ces apprentissages et de s'épanouir, du coup, ce sont les fonctions cognitives, ce qu'on appelle les 6 fonctions cognitives. C'est un peu, si vous voulez, les 6 fonctions cognitives, c'est un peu notre couteau suisse. Voilà, c'est notre couteau suisse cérébral, c'est ce qui me permet de tout faire, c'est ce qui me permet de tout aborder, de tout expérimenter, avec des degrés de réussite évidemment plus ou moins importants. Je vais être parfois expert, spécialiste dans un domaine, moins dans un autre, mais je vais pouvoir faire plein de choses. Une activité sportive, une activité intellectuelle, une activité manuelle, voilà, tous ces champs-là. Voilà, donc les 6 fonctions cognitives, eh bien, c'est fondamental parce que c'est ce qui me permet d'appréhender finalement tout mon univers et c'est ce qui me permet de rentrer dans l'apprentissage. Alors, je ne vais pas en parler en détail maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, quand on regarde en détail les fonctions cognitives, langage, motricité, perception sensorielle, fonction exécutive, attention et les mémoires, ben, on se rend compte que finalement, le programme Multimove là-dedans, eh bien, il est complètement en adéquation avec ça, c'est-à-dire que pratiquer les exercices de jonglage au sol avec les balles, pratiquer ces exercices avec les sacs de sable, avec le rythme, avec les différents systèmes sensoriels qui sont sollicités, eh bien, ça va permettre de renforcer le développement de ces différentes fonctions cognitives. Le langage, la motricité, évidemment, les perceptions sensorielles, on l'a vu. Les fonctions exécutives, il y a dedans la mémoire de travail, qu'on a pu un petit peu, dont on a parlé. L'attention, évidemment, tout le système attentionnel, qui est aussi renforcé et aidé par notamment le brain gym. Et puis les mémoires, de manière générale, vont être aussi sollicitées parce qu'on va devoir se souvenir de ce qu'on doit faire comme exercice, à quel moment est-ce qu'on change de sens, etc., etc. Bref, tout est évidemment sollicité. Ces systèmes, il faut bien comprendre que ces systèmes, ils sont isolables, hein, chacun de ces fonctions cognitives ils sont isolables, mais elles sont très interconnectées. Donc, quand je nourris une fonction, je nourris l'autre aussi. Voilà. Donc, le fait de nourrir de solliciter les différentes fonctions cognitives, peut-être que j'en solliciterai peut-être moins à un moment donné, mais le fait de nourrir le reste, eh bien, va renforcer l'ensemble. Parce que c'est vraiment interconnecté, hein, ces fonctions cognitives. Voilà, donc Multimove est vraiment très pertinent finalement par rapport à ça, et pas que Multimove, la rééducation aussi. Moi, je dis toujours que la rééducation finalement vient d'abord toucher, impacter et du coup renforcer le développement des fonctions cognitives, et c'est pour ça que ça fonctionne également. C'est parce que ça vient vraiment finalement au fondement de l'apprentissage, c'est-à-dire permettre à ce couteau suisse d'être plus fluide, d'être peut-être plus complet, on pourrait dire, de rajouter des ustensiles sur notre couteau suisse, d'avoir plus d'éléments et de cette manière être beaucoup plus à l'aise dans nos apprentissages parce que déjà plus à l'aise dans notre rapport au monde aussi. Donc voilà un petit peu l'explication. Je crois qu'ici on a beaucoup d'éléments qui permettent de dire pourquoi et d'affirmer aussi pour quelles raisons eh bien, le programme Multimove, ces exercices vont aider les petits-enfants, les jeunes, les adultes et les seniors. Voilà un petit peu le tableau que j'avais envie de vous brosser ce soir. Pour moi, ce sont les piliers et ce sont les raisons pour lesquelles je fais connaître ce programme, parce que c'est un programme qui est ludique, ça c'est clair, il est accessible à tous, et parce qu'il repose sur des piliers fondamentaux, sur des piliers qui ont une justification, une légitimité suite du fait de toutes les recherches qu'il y a au niveau scientifique, hein, qui sont faites sur le corps, sur le rythme, etc., tout ce qu'on a vu. Voilà. Et c'est toujours agréable finalement, et moi c'est mon leitmotiv un petit peu, c'est toujours agréable d'amener un outil ludique. C'est toujours agréable d'apprendre par le plaisir. Je crois beaucoup à ça. Je vous propose de répondre aux questions. Je vais les reprendre. Il y en avait quelques-unes. Si vous en avez d'autres, soit vous prenez la parole, soit vous les écrivez. José qui demande en séance de soutien scolaire pour un enfant très peu concentré. J'ai été impressionné par le calme et la concentration arrivée d'un coup quand j'ai mis le métronome en exercice à 2 avec le sac. Oui, alors un témoignage. Merci José pour ce témoignage. Tout à fait. Le fait de mettre le rythme, hein, le métronome, bien, ça va vraiment amener un recentrage chez l'enfant. Tout d'un coup, on sollicite ses perceptions auditives
et on l'amène à se caler sur un rythme. Et chez certains enfants, c'est très fort. Chez d'autres, ça n'aura pas le même impact. Mais là, merci José pour ce témoignage. Lydia, est-ce qu'il y a des adaptations pour les personnes handicapées? Est-ce qu'une personne en fauteuil qui réfléchit peut tirer des bénéfices également? Tout à fait. C'est comme pour les personnes âgées. Le fait d'être pas pouvoir être debout n'est pas un problème. C'est-à-dire que si on est dans un fauteuil, on peut tout à fait, une personne en fauteuil peut faire des exercices en mettant voilà, sur les côtés de son fauteuil, par exemple. On peut se mettre à deux avec donc une personne qui se met en face, même si on se met assis. Alors bien sûr, l'équilibre, ça ne sera pas sollicité ici, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments qui sont sollicités dans ces exercices pour qu'on ne s'inquiète pas de ça. Donc, pour les personnes âgées… Oui. Quand tu es assis, tu as l'équilibre du tronc, c'est Isabelle. Oui, tu as l'équilibre du tronc, tout à fait. Alors après, là, oui, tout à fait. Pour une personne, en tout cas, qui est une personne âgée, on va dire, elle va avoir son équilibre du tronc. Pour une personne handicapée, des fois, c'est possible qu'il n'y ait pas l'équilibre du tronc. Hein. Ça peut arriver même que la personne soit sanglée. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'avais pas parlé de ça, mais tu as tout à fait raison de le citer. De toute façon, une personne assise, et c'est pour ça que quand on est à son bureau, on peut tout à fait avoir des balles et des sacs à côté, et puis faire une petite pause, prendre sa balle, et tout en restant assis, déjà, si on ne veut pas se lever, voilà, sortir trop longtemps de sa bulle je veux dire, de travail, on peut simplement faire rebondir et puis réfléchir, hein, réfléchir en faisant rebondir sa balle, prendre un sac, le lancer, réfléchir en même temps. Ça peut aussi, et je dirais même que ça va aider la concentration et du coup de remobiliser finalement les capacités cognitives pour la tâche dans laquelle nous trouvons. Donc la posture assise n'est vraiment pas un problème, au contraire, on peut faire beaucoup d'exercices assis, on peut même faire des exercices à plusieurs en groupe, en cercle assis, hein, tout le monde est assis, donc voilà, donc ça peut être même plusieurs personnes qui sont en fauteuil roulant. C'est vraiment tout à fait adapté pour la posture assise. On peut même faire l'exercice au sol, et c'est aussi très intéressant d'expérimenter eh bien, cette posture-là. Alors avec les tout petits, c'est intéressant de le faire parce que ça amène du calme aussi quand ils sont assis. Voilà, je vois qu'il y a peut-être des questions qui sont arrivées. Pas une question, mais une remarque. Quand j'étais enfant, nous jouions énormément à la balle, jonglage de balle au mur ou à la corde à sauter en récréation. À l'époque, les disques n'étaient pas détectés, mais je me demande si nos pratiques récréatives n'étaient pas un sacré avantage. Tout à fait, Christine, je partage entièrement cette remarque-là. Et c'est bien, je vous remercie, Christine, pour cette remarque-là, parce que ça me permet finalement un petit peu de conclure aussi, ce qui n'empêche pas les questions après, mais ce qui me permet de conclure en disant que pour moi, Multimove, la rééducation, tous ces outils-là, le Brain Gym, ne sont pas un but en soi. Ce sont des outils qui sont là pour nous permettre de revenir au corps, de revenir aux perceptions sensorielles, de revenir à cette capacité, à cette compétence de se recentrer et de prendre conscience de soi. Peut-être que certaines d'entre vous ont vu les vidéos que j'ai mises sur les réseaux sociaux, les reels que j'ai mis récemment, et j'ai mis hashtag l'instant présent. Voilà, revenir à l'instant présent, revenir à ce que je vis maintenant dans mon corps, dans mes perceptions sensorielles, ou finalement s'ancrer dans le réel. Et vraiment, Multimove n'est pas un objectif en soi, n'est pas un but en soi. L'idée, c'est plutôt de revenir au mouvement, c'est de revenir au bon sens, revenir au jeu, à la corde à sauter, revenir au fait de grimper dans des arbres, revenir au fait de ramper, au fait de faire des jeux où on passe entre des objets, etc., etc. Finalement, revenir à des choses fondamentales que l'être humain connaît depuis des millénaires et qu'il est petit à petit en train d'oublier ou de laisser de côté, en tout cas, parce qu'on s'est hyper sédentarisé, parce qu'on est bien dans nos fauteuils, on a des fauteuils très confortables, des canapés très confortables, et en plus, on a des écrans devant les yeux qui nous captivent et qui nous donnent plus très envie de sortir et de faire ces exercices-là. Voilà, donc merci pour cette remarque, Christine. C'est fondamental de le garder en tête, que ces exercices ne viennent pas remplacer des moments en extérieur, des moments de mouvement, des moments de motricité. C'est tellement important pour les enfants. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si quelqu'un veut activer son micro ou poser une question par écrit. J'avais une question. Oui. En fait, là, vous parlez beaucoup d'exercices en groupe. Oui. Je pense qu'on peut aussi faire des exercices en individuel avec un enfant. Est-ce que les uns répondent mieux ou plus à certaines problématiques que les autres? Ou est-ce que ça dépend en fait de l'espace qu'on a, de la possibilité ou non qu'on peut avoir d'accueillir plusieurs enfants ou de travailler avec plusieurs enfants en même temps?
Alors, en tout cas, déjà, j'ai peut-être parlé beaucoup de groupes, mais c'est évident que les exercices, ils se font seuls ou à deux de manière très régulière. D'ailleurs, dans les 60 exercices, ce sont 60 exercices qui sont soit seuls, soit à deux. Après, ils peuvent être adaptés pour être mis en groupe, soit vraiment en groupe où on est tous en interaction, soit en groupe parce qu'on se met en ligne, par exemple, ou en colonne, pareil, et du coup, on cherche à être en rythme, en harmonie. Donc, de cette manière, on est en groupe, c'est collectif. Mais les 60 exercices et un peu plus que je propose sont pour être faits seuls ou à deux. Donc, déjà, c'est un élément important et merci d'avoir soulevé ce point-là. Après, c'est sûr que quand on travaille sur du groupe, on ne sollicite pas toujours les mêmes intérêts, les mêmes compétences que quand on est seul ou à deux. Par exemple, un élément que j'aime beaucoup en groupe et que j'aime en groupe, mais même dans le cercle familial, parce que voilà, un cercle familial, c'est déjà un groupe. Le fait de pratiquer ça dans le cercle familial, c'est de travailler la cohésion, c'est de travailler la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, on la travaille autant quand on est seul, quand on est deux. Mais quand je suis dans un groupe, il y a aussi le regard de l'autre, il y a le rapport à l'erreur. Tout ça est aussi très, très, très présent. Et c'est sûr que quand je suis seul, quand je suis à deux ou quand je suis en groupe, et plus il y a de monde, et plus les compétences sont différentes. Donc, savoir accepter l'erreur de l'autre, quand il ne suit pas le rythme, quand il ne passe pas la balle quand il faut, ce n'est pas la même chose que quand je suis tout seul. C'est certain. Donc oui, les exercices vont toucher un petit peu. Et c'est pour ça que moi, j'ai tenu à avoir des exercices qui sont seuls, à deux, et en stage, parce qu'en vidéo, c'est compliqué de faire plus qu'à deux, mais en stage, on expérimente aussi le groupe. Voilà, comme je disais, soit vraiment le groupe où on est en cercle et puis tout le monde est actif en même temps, soit le groupe parce qu'on se met en ligne et puis on cherche à être en rythme en même temps, par exemple, tout simplement. Donc, merci pour cette question, parce qu'elle me permet aussi de préciser en plus cette notion du seul, à deux et en groupe. Voilà, puis c'est ce qui va différencier, si vous voulez, les coffrets multimove avec le nombre d'exercices. C'est que la première formule, 30 exercices, c'est essentiellement des exercices à deux. Il y a quelques exercices, des exercices seuls, pardon. Il y a quelques exercices à deux. Le coffret 60 exercices, où il y a tous les exercices, eh bien, c'est l'ensemble. Et puis le coffret avec les 60 exercices, plus la formule complète, en fait. Il y a tous les exercices, bien sûr. Et puis, il y a toute la partie brain gym, vidéo, donc aussi de l'atelier comment mener une séance individuelle avec Multimove. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont mis dans la formule complète. Voilà un petit peu sur cet aspect-là. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Voilà, il y a une question de Lydia. On peut utiliser des exercices en visio. Alors, est-ce que la question... Alors, en visio, c'est-à-dire vraiment donc, dans du distanciel, comme on est en train de faire, c'est-à-dire faire un accompagnement en visio. C'est ça la question, Lydia? Je demande juste vérification. Oui, c'est ça. Alors, c'est possible, tout à fait. Ça demande de bien maîtriser d'abord, évidemment, soi-même les exercices. Moi, j'ai fait de l'accompagnement en visio, en distanciel. J'ai notamment, je me souviens, pendant le confinement, j'avais un jeune de 13-14 ans qui était en Suisse, donc évidemment compliqué d'aller le voir. Mais même sans le confinement, je n'aurais pas fait les déplacements juste pour la séance. Donc là, ici, la visio était très pratique. Simplement, la personne a besoin d'avoir le matériel. Donc, s'il y avait la maman et son fils qui étaient présents, qui participaient à la visio, ils avaient reçu le matériel en amont. Et puis, j'avais pu du coup présenter un exercice. Ils avaient en plus accès aux vidéos, ce qui permettait de revoir si besoin. Et moi, je présentais un exercice ou deux. Je décortiquais, on prenait le temps. C'est une séance qui dure entre 30 et 45 minutes à peu près. Et puis, du coup, après, on peut tout simplement donner un peu des objectifs pour la fois suivante, donner du travail, entre guillemets. Et ce qui fait que d'une fois sur l'autre, eh bien, on se retrouve. Et ce sont des séances courtes. La régularité est importante, et la régularité, elle est importante aussi quand il y a une pratique à la maison, et ce qui permet vraiment d'ancrer et d'aller beaucoup plus loin. C'est vraiment ce en quoi je crois de toute façon, c'est-à-dire, moi j'encourage beaucoup, que ce soit en rééducation ou que ce soit avec Multimove, c'est de donner aux parents, de donner aux familles la capacité, enfin les outils plutôt, pour pouvoir pratiquer à la maison des activités simples, mais qui ont un impact sur l'apprentissage, qui peut se faire en parallèle d'un accompagnement par un orthophoniste, par exemple, ou qui peut se faire en attendant le rendez-vous, le bilan chez l'orthophoniste, ou l'ergothérapeute ou je ne sais quoi. Et puis, certains parents décident de faire les activités rééducation, multimove à la maison et de voir ensuite
si c'est nécessaire encore de consulter ou pas. Donc, il y a tous les cas de figure et donc la visio, du coup, est aussi très pratique pour ça. Et le support vidéo, du coup, est aussi intéressant et c'est vraiment moi l'idée de travailler en co-suivi et de responsabiliser les familles de plus en plus pour dire vous pouvez agir à la maison, pas besoin d'attendre 1 an et demi, parce que moi je vois des familles qui attendent 1 an et demi avant d'aller voir un orthophoniste par exemple et qui ne font rien entre-temps parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et donc je leur dis mais non, il y a des outils, les outils sont ludiques et accessibles, c'est ça qui est important. Et j'ai un témoignage d'ailleurs d'une maman qui se trouve en Alsace, je ne sais pas si elle est connectée ce soir, mais elle accompagne son fils de 10 ans, dysgraphique, et elle le fait depuis le mois de février-mars. Et très rapidement, elle a vu des résultats, et très rapidement, son enseignante a vu des résultats, et ça l'a beaucoup encouragée. Ça ne règle pas tout comme ça d'un claquement de doigts, et ça, c'est important de toujours le dire, parce qu'on a tendance à vouloir avoir la recette magique qui fait que mon fils ou ma fille ne va plus avoir de problème du jour au lendemain ou quasiment. C'est des choses qui sont dans le temps, mais n'empêche qu'au bout de, je vais dire au bout de 2 mois, cet enfant-là, il avait retrouvé vraiment déjà du plaisir à travailler, il était valorisé par ses progrès, et puis il avait plus de facilité à lire, plus de facilité à écrire, il était atteint, il a du bégaiement, et son bégaiement diminue, enfin voilà, plein de petites choses qui finalement ont un gros impact, rappelez-vous ce cercle vicieux, ce cercle vertueux, un gros impact finalement sur la construction de soi et son épanouissement. Je vois qu'il y a encore des questions. Où se font les stages? Je suis de région Franche-Comté. Alors, les stages actuellement se font, vous le trouverez sur mon site à multimove.fr dans l'onglet en présentiel. Actuellement, il y a Paris, fin octobre, en dessous de Bordeaux, fin octobre, Bruxelles dans 15 jours, 10 jours même. Il y a également Colmar, mi-novembre. Il y a la Suisse début janvier, 10-11 janvier, et puis voilà, les autres sont en train petit à petit de se fixer, les dates sont en train de se poser. Sachez que pour les stages multimove ou autres, c'est sur demande que je les organise. Il suffit simplement de me contacter, de me dire voilà, j'aimerais organiser un stage. Il faut trouver des personnes intéressées, un lieu, et puis à partir du moment où c'est en place, eh bien, on bloque la date, on officialise et puis on organise le stage. N'est-ce pas trop difficile de découvrir seul le matériel du coffret? Alors, ce n'est vraiment pas les retours que j'ai, Marie-Christine. C'est une question importante. Ce n'est pas les retours que j'ai. Les personnes, vous verrez les témoignages. Si vous êtes sur le site multimove.fr, vous verrez témoignages, vous verrez tout ce qu'il y a. Les commentaires sont plutôt dire que les vidéos sont suffisamment bien faites, sont assez courtes, sont suffisamment pédagogiques pour qu'on puisse vraiment prendre en main tout seul. Donc, il y a pas mal de personnes qui le font sans difficulté, la prise en main. Après, il y en a qui prennent en main, qui n'ont pas de difficulté, mais qui accompagnent ensuite d'un stage parce qu'ils veulent vraiment approfondir leur pratique. Parce qu'ensuite, il y en a qui souhaitent passer la qualification pour devenir facilitateur, par exemple, pour pouvoir utiliser la marque, animer des stages, pas des stages, pardon, des ateliers, pardon, ou alors utiliser la marque dans la communication professionnelle. Donc voilà, il y en a qui ensuite font le parcours de qualification. Le parcours de qualification en 2 mots, c'est une première étape, c'est soit le stage d'initiation en présentiel, soit la formule complète en vidéo, l'un ou l'autre, pour démarrer, pour s'approprier les exercices. Voilà, si la personne se sent à l'aise, eh bien, elle peut entrer dans le parcours en s'inscrivant au stage de qualification. Donc, le premier parcours, c'est le parcours de facilitateur, c'est le parcours Facilita, qui permet de devenir facilitateur et qui, du coup, voilà, se fait avec cette première étape, stage d'initiation ou vidéo, et ensuite stage de qualification de 2 jours avec un mini-dossier. J'appelle ça un mini-dossier parce que je ne demande pas un mémoire, ça ne fait même pas 10 pages. C'est juste quelques comptes rendus de séances ou d'ateliers qu'on a pu vivre, soit avec ses enfants, soit en séance individuelle, soit en atelier dans le cadre de son activité professionnelle ou autre, ou avec sa classe, pourquoi pas. Et des comptes rendus, puis une petite lettre de motivation, entre guillemets. Voilà, donc un petit dossier à rendre qui fait que voilà, et après on se retrouve en présentiel pour le stage de qualification et on valide tout ça. Il y a encore une question. Combien de fois par semaine et pendant combien de temps il faudrait faire ces exercices? Alors, on demande l'ordonnance au docteur, vous savez. Au niveau du fonctionnement cérébral, on sait que plus c'est répété régulièrement, sur des temps courts mais réguliers, plus c'est efficace. Et ce qui fait que la répétition est efficace, c'est que, je vais le dire autrement, la répétition est efficace à condition qu'il y ait une complexité croissante.
Si je complexifie et si j'espace progressivement, alors il y a une chance pour que la répétition soit efficace. Eh bien, c'est pareil pour les exercices multimove. Au début, le plus régulièrement possible, et toujours avec cette idée de complexité, c'est-à-dire je ne reste pas sur quelque chose que je maîtrise. Si je maîtrise le lancer de la balle sur le rythme, eh bien, je vais accélérer le rythme. Ou alors, je vais mettre ce que je propose dans le coffret, dans le matériel que j'envoie, le cache-œil, qui fait que je cache un œil et hop, je me mets dans un nouveau challenge finalement au niveau visuel, notamment au niveau de ma proprioception. Et puis après, je vais passer à l'exercice plus compliqué. Voilà. Mais de ne pas tourner en rond sur le même exercice, parce qu'en plus, il y a une forme de démotivation qui peut se mettre en place. Donc ça, c'est important. Plus c'est fait régulièrement, mieux c'est. Si c'est de l'accompagnement individuel que vous faites, c'est pour ça que moi, j'encourage, moi-même, quand j'ai en séance, je dis, ben voilà, je le fais une fois par semaine. On se voit par exemple une fois par semaine. Mais si vous pouvez, vous procurer le matériel et faire à la maison ce que vous voyez faire en séance, ou même, idéalement, pourquoi pas, prendre le parcours, le coffret vidéo le plus simple, la première formule, et puis du coup pouvoir vous revoir et puis faire avec votre enfant ou pour vous-même si c'est un adulte, eh bien c'est top. Ça permet vraiment d'avoir une régularité. Donc voilà, il n'y a pas de préconisation spécifique. On sait comment ça se passe aujourd'hui au niveau du cerveau pour que l'apprentissage s'ancre. C'est ça qui est important. Il y a Isoline qui écrit « C'est de travail depuis le mois de septembre avec une classe. Quel bonheur de voir le sourire d'un élève quand elle a réussi un exercice. » Exactement. Donc c'est pour ça que dans les mots-clés un petit peu, j'ai envie de dire, du programme Multimove, les mots phares, c'est confiance en soi. Évidemment, intervention 2 fois par semaine, résultat visiblement rapide. Merci Isoline pour ce témoignage. Savez-vous si les enseignants ont déjà fait des stages et s'ils ont payé avec leurs propres deniers ou s'ils se font passer les stages sur la formation professionnelle? C'est une question importante. J'ai de tout. Il y a des enseignants qui se financent sur fonds propres et il y en a qui, notamment alors les enseignants du privé catholique, peuvent se faire prendre en charge des formations par Formiris, les formations que j'organise moi. Il y a aussi des établissements qui me contactent, qui me font intervenir et qui font financer des formations, donc ici par Formiris également. Donc là, c'est des formations en intra. C'est possible aussi. Pour les enseignants du public, c'est toujours sur deniers propres parce qu'il n'y a pas de financement possible. Le CPF, moi, mes formations ne sont pas éligibles au CPF. Donc, voilà. Et voilà. Pour les enseignants, c'est les expériences que j'ai. Donc, il y a toutes les possibilités ici. Là. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Puis, si vous avez une question, mon adresse contact@multimove.fr. Eh bien, vous m'envoyez un mail. Si vous avez une question plus spécifique, plus personnelle, c'est avec plaisir. Ah oui, j'en profite pour vous dire quand même que j'anime une visioconférence le 18 octobre qui est normalement un Rééduc Live. Les Rééduc Live, ce sont des visioconférences qui sont normalement réservées aux utilisateurs de la rééducation, donc des gens qui sont déjà clients des différents outils. Donc, j'anime tous les 2 mois un petit Rééduc Live, c'est une rencontre en privé. Et là, pour ce début d'année, le 18 octobre, je fais une rencontre ouverte à tous sur le thème de l'utilisation des lettres majuscules d'imprimerie ou de la cursive en maternelle, voilà, entre 2 et 6 ans, on va dire, cette grande question de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc, j'ouvrirai ce Rééduc Live. Si vous verrez sur les réseaux sociaux l'information. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter qui se trouve sur mon site multimove.fr. Si vous vous êtes inscrit, vous recevrez l'information pour pouvoir y participer, même si vous n'êtes pas client de la rééducation. Les clients de la rééducation sont toutes les personnes qui ont commandé un coffret soit rééducation parcours 1, 2, 3, soit multimove, le parcours 4. Voilà, quelle que soit la formule d'ailleurs. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci pour vos questions aussi et vos témoignages ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.